Et on est en direct. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet après-midi dédié à l'aviation et à l'aviation durable. Cet après-midi, nous allons faire connaissance avec notre nouvelle association à l'IPSA Toulouse, IPSA Club. Et la suite, nous ferons la connaissance de notre intervenant du jour. Je laisse pour l'instant la parole à nos chers aéroins pour présenter leur association et je reviens vers vous dans quelques instants. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour à tous, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Merci également à Monsieur Abéguier d'avoir répondu à notre appel et merci à Madame Perrier et Madame Morel de nous avoir aidé à organiser cette conférence, ce beau projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joachim Rosenblum, je suis président de l'association IPSA Club et avec mes camarades et amis Alejandro Peña sur ma droite et Elliot Robinot que vous verrez un peu plus tard. Nous allons vous présenter l'association et ses missions. J'ai donc la parole à Alex. Donc bonjour à tous, du coup moi c'est Alex, comme Joachim l'a dit, je suis vice-président et community manager de l'association. Et donc en fait l'association, c'est quoi son but? C'est de démocratiser l'accès à l'aviation légère. Pour cela, en fait, on réalise beaucoup d'activités qui tournent autour de l'aéronautique. Et je vais laisser mon camarade Elliot Robinot vous présenter un peu les grandes idées de nos activités. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elliot Robinot, je suis le trésorier de l'association. Donc au sein de notre association, on fait tout type d'activités aéronautiques, comme des vols, des journées où on fait des journées vols justement, des visites de sites aéronautiques ou bien des conférences comme celle d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, l'association comptabilise 75 membres pour à peu près 25 vols, une vingtaine de vols, donc ce qui est plutôt bien. Et je vais laisser Joachim terminer cette entrevue. Joachim, ouais. Bon du coup, merci à tous. On a fini un peu la présentation de notre association et on va laisser la parole à Monsieur Abéguilé pour qu'il nous présente la société Green Aerolyse et sa dynamique. Et qui se présente également. Et qui se présente, donc voilà. On vous laisse la parole, Monsieur Abéguilé. À vous. Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à l'IPSA et à l'IPSA Club. Donc je suis très content d'être là. Je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait au sein de la société Green Aerolyse, qui est une société nouvelle que vous connaissez sûrement pas. Donc pour ça, j'ai une petite présentation. Alors normalement, si je partage mon écran et que je fais quelque chose comme ça. Hop. Alors j'espère que vous voyez tous mon écran et en mode plein écran. Oui, juste une petite validation, si c'est OK. Bon, c'est parfait. Donc pour commencer, je me présente rapidement. Guillaume Abéguilé, je suis ingénieur ENAC de formation. J'ai suivi la spécialité opération aérienne et sécurité à l'ENAC, donc à Toulouse. Et je travaille depuis maintenant à peu près 1 an au sein du groupe W-Cube, que je vous présenterai un peu après, qui est donc Green Aerolyse et est une filiale. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le Vélis Electro en commençant, et ensuite à la fin, j'ouvrirai l'aviation durable de manière plus globale. Et donc comme ça vous permettra de voir que l'aviation électrique, ça existe déjà et ça va prendre de plus en plus de place dans le marché de l'aérien dans les années à venir. Donc, une rapide présentation de Green Aerolyse. Donc, comme je le disais, en fait, Green Aerolyse, c'est un loueur d'avions décarbonés. C'est une filiale du groupe W3 qui est basé à Brest, qui est un groupe qui compte une quinzaine de sociétés sur 3 secteurs d'activité différents que sont le digital, l'investissement et l'aéronautique. Et donc, on a créé la société Green Aerolyse en janvier 2021, donc il y a un peu moins d'un an, bientôt 1 an. Et c'est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus longtemps, et dans l'objectif de devenir le leader de la location d'avions décarbonés, chose qu'on est maintenant, parce qu'on est les propriétaires de la plus grande flotte d'avions décarbonés au monde.
Donc, ce sont des avions électriques du constructeur Pipistrel, Vélis Electro, que je vais vous présenter. Donc, on a une commande de 50 avions électriques auprès du constructeur et actuellement, on en a une quinzaine qui sont déjà déployés en France et en Europe. Donc, majoritairement en France et on en a 2 au Danemark auprès de l'armée de l'air du Danemark. Donc, comme je disais, on est des loueurs d'avions et on a fait un service de location clé en main autour de ça, c'est-à-dire qu'on loue à nos clients qui sont des aéroclubs, des écoles de pilotage, des opérateurs du monde aérien de manière générale, un avion avec des batteries et un chargeur. L'assurance, la maintenance programmée et le suivi de navigabilité sont également compris dans le service. Et donc, la seule chose à faire pour le client, c'est de voler. Donc, notre produit, c'est l'avion et tout le service qu'il y a autour. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'avion en lui-même. Donc, je vais commencer par présenter Pipistrel, qui est le constructeur du Vélis Electro. Donc, Pipistrel, c'est une société qui a été fondée en 1989 en Slovénie par Ivo Boscarol, qui est toujours à l'heure actuelle le patron de la société. Donc, c'est une société familiale qui a grandi au fil des années jusqu'à atteindre aujourd'hui environ 220 employés et une présence internationale via 53 distributeurs sur tous les continents. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit constructeur slovène qui est aujourd'hui le leader de l'aviation électrique mondiale, parce que c'est les seuls à avoir certifié un avion électrique. Et ça, c'est le fruit d'une histoire d'une grosse quinzaine d'années avec l'aviation électrique. Donc ça a commencé, comme c'est indiqué là, en 2007 avec le Taurus Electro, qui était le premier planeur électrique au monde. Ensuite, ça a continué en 2014 avec WhatsUp, qui était en fait le premier démonstrateur d'avions électriques de Pipistrel, qui est arrivé sur le marché un peu en même temps que l'IFAN, qui était un projet chez Airbus, mais l'IFAN a été abandonné. Et Pipistrel a continué, parce qu'en 2017, ils ont sorti l'Alpha Electro, grâce aux résultats du programme WhatsUp, qui était le premier ULM 100% électrique. Et en juin 2020, c'est là où ils ont atteint la major milestone, on va dire, qui est le Vélis Electro, et c'est le premier avion électrique au monde à être certifié par une autorité, en l'occurrence l'EASA. Donc, je vais vous présenter le Vélis Electro. Maintenant, l'avion en lui-même. Donc, on le voit sur 2 photos. Donc, comme on le voit sur la photo de gauche, c'est un tout petit avion. C'est un biplace. Il est 100% électrique. C'est un avion qui est relativement léger parce qu'il est certifié sous la CS LSA, qui signifie Light Sport Aircraft. Donc, en fait, il a une masse maximale au décollage qui est limitée à 600 kg. Mais ça lui suffit pour remplir sa mission. Et on voit là, sur la photo de droite, l'intérieur, la planche de bord, dont je détaillerai l'avionique un peu après. Donc là, c'est vraiment un avion qui a été créé pour faire de la formation initiale au pilotage. Donc c'est un avion qui est très intéressant pour les premières heures des brevets de pilote, du PPL notamment. Aujourd'hui, en aéroclub, c'est un avion qui remplit 100% du besoin sur les 10 jusqu'à 15 premières heures du PPL. Donc en fait, les premières heures de maniabilité. Et en école professionnelle, on a des clients qui vont jusqu'à faire 30 heures sur leur formation initiale. Donc la formation initiale, en fait, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est la formation des pilotes professionnels quand ils font l'intégralité de la formation dans l'école. Et donc dans ces cas-là, ils font 30 heures, ils font le début de la formation et ensuite ils font du mûrissement en vol solo sur l'avion électrique. Donc on voit que ça couvre un besoin qui est quand même assez important. Aujourd'hui, en aéroclub, la plupart des vols, c'est des vols de balade locale, entre guillemets, le vol du dimanche matin, et c'est des vols de moins de 40 minutes, donc pour 75% des vols en aéroclub, donc c'est assez intéressant. Et c'est une mission que remplit complètement le Vélis. Et malgré le côté biplace, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, en moyenne, c'est quelque chose comme 1,7 ou 1,8 passagers sur les vols en aéroclub. Donc le côté biplace est absolument pas un problème. Ça permet de voler tout seul pour s'entraîner ou de voler à deux quand on veut faire partager le vol à un proche.
Donc, comme je disais, c'est le premier avion électrique certifié au monde. Il a obtenu la certification de l'EASA en juin 2020, donc via la CSLSA, Light Sport Aircraft, qui limite la masse au décollage à 600 kg. Et donc, la certification, elle s'est faite via l'obtention d'un Type Certificate, donc, qui certifie le modèle Vélis Electro en lui-même. Ça a été fait grâce à un processus progressif. L'utilisation en fait de la cellule du virus, qui est un autre modèle du Pipistrel, mais qui est un avion de chez Pipistrel, pardon, mais qui est un avion thermique qu'ils ont certifié au début des années 2000. Donc grâce à ça, ils ont pu finalement s'affranchir des contraintes sur la cellule. Ils avaient vraiment à certifier surtout la propulsion électrique, mais cette propulsion électrique, ils l'ont maturée, comme on l'a vu, via un programme qui a pris une grosse quinzaine d'années, en commençant par le planeur électrique, ensuite sur l'ULM. Grâce à l'ULM, ils ont acquis beaucoup de données, notamment au sein de la Fédération française d'aéronautique, qui a monté ce qu'on a appelé un Fab Lab à Toussus-le-Noble, où ils ont testé l'ULM dans plein de conditions différentes, jusqu'à atteindre plus de 200 heures de vol sur les 2 ans. Et donc, ces heures de vol, ça leur a donné des données qui leur ont servi pour la certification de l'avion. Et donc, ça en a fait le premier avion électrique certifié au monde en tant qu'avion et pas en tant qu'ULM. Et d'ailleurs, c'est encore actuellement le seul avion électrique certifié au monde. Et je réponds à la question tout de suite. C'est un avion qui est certifié en Europe, qui n'est pas encore certifié aux US par la FAA, mais c'est en cours. Donc, comme je disais, c'est un biplace qui est destiné à la formation initiale. Donc, les caractéristiques principales, c'est qu'il est silencieux, parce qu'il émet que 60 décibels. Ça parle pas beaucoup, mais un DR400 classique, qui est l'avion qu'on voit le plus en aéroclub, ça fait 80 décibels, 70, 75 quand on est équipé Rotax. Donc, ça fait, les décibels, c'est pas une échelle linéaire, donc ça fait à peu près entre 2 et 3 fois moins de bruit que le DR400, donc c'est assez impressionnant. Et surtout, il n'y a pas d'émissions de carbone localement. Donc en dessous, il y a un petit tableau où on voit les perfos de l'avion, les perfos principales. Donc c'est un moteur où qu'on mesure la puissance en kilowatts. Donc 57,6 kW, ça correspond à peu près à 80 chevaux. Pour ceux à qui ça parle, ça ressemble beaucoup à un Aquila, qui est un petit avion de place thermique qu'on voit pas mal en aéroclub. Donc avec une hélice 3 pales, une masse, une MTO, donc Maxi Takeoff Weight de 600 kg, comme on l'a dit, avec une masse à vide comprenant les batteries de 428 kg. Parce que là, on ne peut plus gérer la charge utile en emportant plus ou moins de fuel. Les batteries, elles sont tout le temps là, qu'elles soient chargées ou pas. Et donc, ça amène une charge utile de 172 kg. Et donc, tous ces paramètres, c'est un trade finalement qu'il a fallu faire entre autonomie et charge utile. Parce que si on développe de la charge utile, ben, ça veut dire qu'on emporte moins de batterie. Et si on emporte moins de batterie, ça veut dire qu'on diminue l'autonomie. Donc, Pipistrel a cherché un point optimal et il a été trouvé avec 172 kg de payload. Et l'autonomie de l'avion, c'est 62 minutes. Donc, ça fait un tout petit peu plus d'une heure. Mais à ça, il faut garder des réserves, ce qu'on appelle les réserves VFR. En vol local, en fait, il faut se poser avec 10 minutes de réserve au cas où on aurait un incident à l'atterrissage pour être capable de faire un tour supplémentaire. Donc, ça fait des vols en local entre 45 et 50 minutes. Les vitesses de croisière, on est à 90 nœuds, donc ça avec une puissance de 35 kW, ça permet largement de faire, comme je disais, la balade du dimanche matin et les premières sensations de mania sur les élèves pilotes. Une grande finesse, une finesse de 15, ça c'est dû à la grande envergure des ailes. Donc c'est un avion qui est assez exigeant en termes de pilotage, lié à sa finesse, mais ça permet de planer, et en fait ça permet aussi de voler avec moins de puissance pour encore une fois maximiser l'autonomie. Des distances de décollage qui sont très courtes, comme on le voit, 250 mètres globalement, que ce soit sur herbe ou sur dur.
parce que c'est un avion qui est fait pour aller sur les pistes en herbe aussi, et un facteur de charge relativement important, parce qu'on est capable d'encaisser plus 4 et moins 2G, donc ça permet de faire les virages bien engagés et les exercices de décrochage sans problème. Donc maintenant, je vais m'attarder un peu sur l'avionique de l'avion. Donc là, on voit la planche de bord. J'ai mis des petits indicateurs qui sont peut-être pas très lisibles en projeté, mais je vais vous les présenter un à un. Chacun des instruments. Donc en haut à gauche, on a l'anémomètre qui indique la vitesse de l'avion. Donc là, c'est sous un format analogique. Au milieu, on a l'horizon artificiel qui là est sous un format numérique. Donc ça ressemble un peu à un PFD qu'on peut voir dans des avions un peu plus gros et un peu plus importants. Donc c'est intéressant d'avoir ça pour commencer la formation, parce que ça donne déjà des réflexes qu'on aura sur des avions un peu plus performants ensuite. Un altimètre analogique aussi juste à droite. Si on passe à la rangée du dessous, on a un tachymètre mi-analogique, mi-digital qui nous donne le régime moteur et la puissance du moteur développé. La traditionnelle bille, ici au milieu, et le vario qui nous donne la vitesse de montée. Donc ça, c'est des instruments qui sont tout à fait standards et qu'on retrouve sur beaucoup d'avions, enfin sur tous les avions. Sauf peut-être l'horizon artificiel digital comme ça, qui est un peu plus rare, mais le reste, c'est surtout les avions. En dessous, on a la radio, essentielle également aussi pour échanger avec le contrôle, et le transpondeur, qui est un transpondeur ADS-B ready. Donc ça, c'est les dernières générations de transpondeurs qui sont du coup compatibles avec les nouvelles normes. Tout à droite, on a ce qu'on appelle l'ELT, c'est l'Emergency Location Transmitter. Donc là, c'est en cas de problème, c'est la balise de détresse qui envoie les coordonnées de l'avion au service de secours. Et donc là, au milieu, les deux écrans un peu plus gros, ça, c'est des choses qui sont un peu, on va dire, supplémentaires, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans tous les avions d'entraînement de base. Parce qu'il y a un GPS, il y a un petit Garmin AERA 660 en haut, qui est intéressant parce que ça fait une première approche GPS. Les élèves, ça fait une première façon d'aborder la gestion d'un GPS en vol. Et en dessous, l'écran qui est le l'EPSI 670C, je crois pour la référence, en fait, qui permet de faire le suivi du moteur électrique et des batteries en vol. Donc ça diffère de la gestion qu'on a d'habitude du carburant et du moteur thermique. Donc je vais y passer un peu plus de temps en slide suivante. Donc voilà, là c'est l'écran en zoomé. En fait, on y voit plusieurs choses. On y voit en bas à gauche, dans le petit carré, on y voit la gestion des températures des différents éléments. Donc à droite, c'est les deux batteries, la gestion de température des deux batteries, et on voit qu'il y a une fourchette, hein, la température doit rester dans cette fourchette. Le F, c'est pour front, et le R, c'est pour rear, parce qu'on a un pack de batterie à l'avant de l'avion et un autre pack de batterie juste derrière la cabine à l'arrière. Et donc ça nous permet de surveiller un peu la température qui doit rester dans les fourchettes qui sont exprimées. Tout à gauche, c'est la température moteur. Donc là, pareil, ça doit rester en dessous d'une température maximale pour ne pas avoir de surchauffe moteur. Et au milieu, c'est la température de ce qu'on appelle le BMS, qui est le Battery Management System. En fait, dans l'architecture d'un avion électrique, on a le moteur électrique qui est alimenté par des batteries. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle le BMS, donc le Battery Management System, qui est grossièrement le contrôleur qui permet de gérer la relation entre les batteries et le moteur. Et donc ça, c'est pareil, c'est un composant qui est hyper important dans les nouveaux avions électriques et dont il faut surveiller la surchauffe. En haut, on voit là les deux arcs de cercle
Donc à gauche, c'est encore une fois tachymètre qui permet de suivre le régime moteur. Et à droite, c'est la puissance moteur développée. Donc on voit qu'il ne faut pas dépasser, pareil, il ne faut pas être si on a une surpuissance sur le moteur, on va passer en jaune, rouge. Et à ce moment-là, il faut réduire, entre guillemets, les gaz, la manette des gaz. Parce qu'on continue de l'appeler comme ça, même s'il n'y a plus de gaz, mais il faut réduire la manette, tout simplement, parce qu'on est en surpuissance. Et au milieu, là, on vient gérer l'autonomie. Donc, encore une fois, là, on ne le voit pas bien parce qu'elles sont au même niveau, mais il y a deux barres avec F et R, donc front et rear, encore une fois. Donc là, on voit que les batteries, elles sont chargées à 99%. Et en dessous, on a une autonomie en temps. Cette autonomie en temps, elle change en fonction du régime moteur. C'est-à-dire que là, on est au décollage, au tout départ, on est à 55 minutes. Quand on va mettre plein gaz au départ pour décoller, le temps il va diminuer. On va avoir une demi-heure qui vont s'afficher. Parce que à ce régime moteur-là, on aura une autonomie de seulement une demi-heure. On va faire la montée, on va stabiliser en croisière, on va baisser les gaz et hop, on va revoir l'autonomie augmenter. Donc en fait, la gestion des batteries, elle se fait entre le pourcentage, le 99% là, qui correspond globalement au pourcentage comme on a sur les ordinateurs et sur les téléphones, pourcentage de charge, et donc la corrélation entre ces pourcentages de charge et l'autonomie qui est indiquée en minutes. Donc les deux choses sont à prendre en compte par le pilote. Et ici au milieu, on voit le voltage batterie et aux batterie. En fait, c'est parce que l'avionique elle est gérée par une batterie auxiliaire. Les batteries en 400 volts, elles gèrent seulement la propulsion. Il y a une batterie en 14 volts qui, elle, vient gérer l'avionique. Donc on a le voltage des deux. Et le carré vierge à droite, c'est là où, quand on a une alarme, il y a un petit message qui vient de s'afficher. Par exemple, je ne sais pas moi, si le pack batterie avant est mis en défaut, il est déconnecté, il y aura écrit batterie front disconnected, pour alerter le pilote en fait en cas de panne en vol ou de soucis sur l'avion. Donc ça, c'est la grande nouveauté et c'est la chose qui est nouvelle à prendre en compte pour les pilotes. Donc maintenant, une fois qu'on a parlé de la gestion de l'autonomie en vol, il y a la partie recharge. Donc pour la recharge, il y a deux chargeurs différents qui existent. Donc le chargeur qu'on voit à gauche, c'est le chargeur du constructeur, Pipistrel, et le chargeur à droite, c'est un chargeur qui a été développé par une autre société qui s'appelle Green Motion, qui est une société suisse, et qui est aujourd'hui la seule à avoir certifié son chargeur sur l'avion électrique. Donc il y a la possibilité entre ces deux chargeurs. Comment ça marche? Donc là, on voit que c'est deux chargeurs qui sont montés sur roulette. En fait, on le voit sur l'image de gauche. Là, sur le mur, on a un premier câble qui part du chargeur, qui va sur le mur et qui est connecté en fait sur un courant triphasé de 380 volts et une quarantaine d'ampères qui vient alimenter le chargeur. Ça passe par la petite valise chargeur ici et il y a un autre fil qu'on vient connecter directement à l'avion. Donc en fait, on peut imaginer que c'est comme quand vous branchez votre smartphone quand vous n'avez plus de batterie. D'un côté, on branche le chargeur à la prise murale et de l'autre côté, on le branche à l'avion. Il y a des chargeurs fixes qui existent aussi, mais qui sont plutôt en développement. Là, pour l'instant, on utilise majoritairement du chargeur mobile. Donc sur la procédure de recharge, c'est ultra simple. On vient brancher le chargeur au mur, on l'allume. On voit le premier écran là en haut à gauche. Donc on peut choisir à gauche l'ampérage. Ça va conditionner la vitesse de recharge. Donc là, on ne le voit pas bien, mais il y a un premier carré qui indique 3 ampères, un deuxième qui indique 6, au milieu 10 ampères. En dessous, c'est 16, si je ne dis pas de bêtises, et tout en bas, 32 ampères. Donc plus on met d'ampères, plus ça charge vite. Une fois que c'est branché sur le mur, c'est allumé, le chargeur s'initialise. De l'autre côté, on vient brancher à l'avion. S'il n'y a pas de message d'erreur, on clique sur le bouton charge. Donc là, on voit en dessous, ça c'est l'écran qui s'affiche sur le chargeur. Je vais montrer. En fait, l'écran sur le chargeur, il est juste là à l'avant du chargeur. Donc ça, c'est l'écran qui s'affiche pendant la charge, où on a la puissance de charge, la température des batteries et le remaining time. Donc là, on voit on est à 10 ampères, donc on a un truc faible. Ça, c'est la recharge qu'on fait en fin de journée quand il n'y a plus de vol programmé, où on a 199 minutes pour arriver à charge complète. En haut à droite, ça, c'est l'écran qui s'affiche sur l'écran de gestion de l'autonomie de l'avion.
Donc on voit à la fin 100%. On a la température des batteries aussi qui s'affiche pour surveiller que tout se passe bien. Et une fois que la charge est terminée, c'est l'écran qui s'affiche en bas à droite, où là, le progress devient jaune, c'est terminé. Et on a juste à cliquer confirme, la charge s'arrête, on débranche et l'avion est prêt pour repartir en vol. Des petites données sur la recharge. À l'heure actuelle, le temps de recharge, on est à peu près à 40 secondes de recharge pour 1 minute de vol. En fait, c'est pas linéaire la recharge. Entre 0 et 30% de charge de l'avion, c'est un peu plus lent. Entre 30 et 90%, c'est beaucoup plus rapide. Et entre 90 et 100%, c'est à nouveau un peu lent. Donc, en moyenne, on est à peu près à 40 secondes de recharge pour 1 minute de vol. Donc maintenant, la maintenance, parce que ça, c'est quelque chose qui change aussi avec les nouveaux types de propulsion. Et ça, c'est un point qui est super positif sur l'avion électrique, parce que le programme de maintenance est allégé. Les visites sont moins longues, les visites de maintenance sont moins longues et moins fréquentes, donc ce qui les rend moins chères. Donc j'ai indiqué le programme de maintenance dans le tableau ci-dessous. Il faut savoir que sur un avion thermique classique d'Aéroclub, le pas de maintenance, c'est toutes les 50 heures de vol. Là, sur l'avion électrique, c'est toutes les 100 heures de vol. Donc on vient diviser la fréquence des maintenances par 2, ce qui est loin d'être négligeable. Donc à 100 heures, on a une simple visite qui dure à peu près une demi-journée. À 200 heures, une visite un peu plus importante, on peut compter une journée complète. 500 heures, on vient remplacer les batteries, parce qu'aujourd'hui, elles sont certifiées seulement pour 500 heures. Donc, on vient remplacer les batteries. Pareil, une journée de travaux. 1000 heures, visite standard aussi, mais un peu plus longue. On en a pour 2 jours. Et au bout de 2000 heures de vol, ce qu'on appelle l'overall moteur, donc on vient checker le moteur au bout de 2000 heures. Au bout de 4000 heures, on vient checker une deuxième fois. Et au bout de 6000 heures, on le remplace. Et en plus de ça, il y a des pièces à durée de vie limitée dans le temps, c'est pas lié au nombre d'heures de vol, et donc ils sont remplacés, et la plupart, elles ont une durée de vie de 5 ans. Donc voilà pour les étapes de maintenance. Donc la conclusion, c'est qu'elles sont moins fréquentes, moins longues, donc moins chères, parce que le moteur électrique, c'est super simple à maintenir, il n'y a pas de pièces en mouvement. Globalement, un moteur électrique, quand ça ne marche pas, vaut mieux le remplacer, tandis qu'un moteur thermique, il y a beaucoup de pièces en mouvement, ce qui provoque beaucoup plus d'usure, et donc c'est beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'entretien. Je vais passer maintenant sur la formation des pilotes sur cet avion-là, qui est assez intéressante. Donc en fait, pour piloter cet avion, le Vélis Electro, donc soit on est en formation initiale et donc l'avion devient un objet pédagogique, comme on apprendrait sur un DR400, sur un TB10 ou sur un autre type avion, soit on l'utilise en étant déjà un pilote ayant sa licence. Donc, quand on est un pilote qui a déjà sa licence et qu'on veut avoir la qualif Vélis Electro, en fait, c'est assez simple. Le pilotage du Vélis Electro, aujourd'hui, il est considéré comme une variante à la SEP classique. La SEP, ça veut dire Single Engine Piston. Donc, en fait, quand on est pilote PPL, la première chose qu'on a le droit de piloter, c'est des monomoteurs à piston. Et donc, le Vélis Electro, finalement, c'est similaire. C'est une variante aux avions monomoteurs à piston. Ça demande une petite formation avant d'être lâché sur l'avion. Donc les prérequis à la formation, c'est des choses standards. Hein. C'est donc avoir le certificat d'aptitude de classe 1 ou 2, classe 1 pour les pros et 2 pour les amateurs. Être âgé de 18 ans, révolu, et être titulaire d'un PPL. Ensuite, la formation théorique, c'est une demi-journée de cours en salle où on a des notions qui nous sont présentées sur la propulsion électrique de manière générale. Ensuite, on en apprend plus sur les limitations de l'avion, les procédures de vol associées, les procédures d'urgence et la procédure de recharge. Et ensuite, on va mettre ça en pratique pendant une formation pratique qui est d'une durée de 2h40 minimum pour 4 vols. Donc, ça fait une quarantaine de minutes par vol. Hein. Et ces vols, c'est des choses très standards. Le premier vol où on fait la pré-vol avec l'instructeur, on fait le taxiing de l'avion, décollage, une croisière, quelques virages engagés.
des exercices de décrochage et atterrissage. Donc ça, c'est assez simple. Pendant le deuxième vol, on fait quelques tours de piste et on travaille sur des approches particulières, sans les volets, avec dérapage et pas de moteur en finale. Vol 3, on travaille sur de la perte de puissance, sur le go-around et sur la perte de puissance à l'atterrissage. Là, il me manque au décollage, pardon. Là, il me manque un terme. Et en vol 4, une mini navigation pour finir. Et normalement, après ça, l'instructeur considère que vous êtes apte et vous délivre la variante sur votre licence. Donc finalement, pour conclure sur l'avion électrique, il a des avantages et des inconvénients, mais ces inconvénients, je préfère les traiter en mode piste d'amélioration. Donc les avantages, c'est qu'il est facile à piloter. C'est un avion biplace qui est vraiment simple à piloter, il n'y a rien de compliqué. Les checklists sont hyper rapides avant de partir en vol. Il n'y a pas de préchauffage moteur, il n'y a pas de réchauffe carbu à faire. On arrive, on a 4 boutons pour le mettre en route, on fait un essai moteur et on part. Donc là où on pouvait passer 10-15 minutes entre le moment où on rentrait dans l'avion et le moment où on s'engageait sur la piste sur un avion thermique, là ça dure à peine 3 minutes. Et ensuite, bien sûr, il n'y a pas d'émission de CO2 localement, de par la propulsion électrique, et c'est un avion qui est silencieux, et ça répond à une grande tension en ce moment qu'il y a entre les aérodromes et les riverains, parce que les aérodromes sont de plus en plus proches des centres urbains, et donc les riverains se plaignent du bruit des avions. Avec l'avion électrique, on n'a plus ce problème-là. Parce qu'il est très silencieux globalement. Pour essayer de donner un ordre d'idée, si on est dans son jardin le dimanche et qu'un avion électrique nous survole, si on est tout seul en train de lire un livre, on risque de lever les yeux au ciel en se demandant ce que c'est. Si jamais on est en train de faire une discussion, discuter avec quelqu'un, là on l'entend absolument pas. Donc il y a une vraie amélioration de ce point de vue-là. Et ensuite, les inconvénients que j'ai préféré appeler pistes d'amélioration, c'est une autonomie qui est encore un peu faible, un temps de recharge qui est relativement conséquent, 40 secondes pour une minute de vol, ça fait entre 2 vols de 40 minutes, ça fait 30-35 minutes de recharge. Ça, c'est un temps qui est sur un samedi où tout le monde a envie de voler, on enchaîne moins les vols qu'avec un avion thermique. Avec lequel on fait le fuel pour 5 heures et on est tranquille. Donc ça, c'est une vraie piste d'amélioration. Encore que 30-35 minutes, pour être très honnête, le temps de faire le débriefing de l'élève qui vient de finir sa leçon et le briefing du suivant, finalement, c'est pas vraiment un problème. Et le dernier point, c'est la durée de vie des batteries, qui sont changées toutes les 500 heures aujourd'hui. Donc ce qui rend la maintenance encore un peu chère. Mais ça, c'est des choses qui sont améliorées. Pourquoi j'appelle ça piste d'amélioration? En fait, parce que le point commun entre ces 3 soucis, c'est les batteries. En fait, les batteries, faut vraiment voir ça comme l'élément central de l'avion électrique. C'est du consommable, parce qu'elles sont remplacées toutes les 500 heures. Et on a des vraies pistes d'amélioration là-dessus, parce que les technos de batterie vont s'améliorer, et donc elles seront compatibles avec l'avion. Pour être clair, aujourd'hui, on est sur la première génération de batterie. Normalement, au premier semestre 2022, on devrait arriver sur la 2e génération de batterie, qui permet d'avoir un temps de recharge plus court et un nombre de cycles certifiés plus important. Donc, on va agir sur le 2e et le 3e point qui sont indiqués dans la piste d'amélioration. Et l'amélioration sur l'autonomie qu'on a en tête, c'est d'ici 2-3 ans, une amélioration de 50% de l'autonomie. Donc, on atteindrait 1h30 d'autonomie d'ici 2-3 ans à la place d'1 heure, ce qui rendrait les opérations compatibles avec encore un panel plus large d'utilisation de l'avion. Donc là, j'ai beaucoup parlé du Vélis Electro. Je vais juste faire une petite ouverture sur l'aviation décarbonée de manière générale et les perspectives qui s'offrent à nous. Quand je dis à nous, c'est à tout le monde qui travaille dans le milieu de l'aérien, amené à travailler dans le milieu de l'aérien.
Aujourd'hui, c'est un marché qui est en plein essor, on en entend beaucoup parler. Le gouvernement a annoncé le plan France 2030 avec différents points importants et l'avion vert faisait partie de ce plan-là. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui est central aujourd'hui. Ça va se développer selon plusieurs types de motorisation. Une motorisation hybride, donc une partie électrique et une partie kérosène classique, qui peu à peu, cette partie kérosène classique pourrait être remplacée par ce qu'on appelle les SAF, le Sustainable Aviation Fuel, donc les carburants durables, voire l'hydrogène. Une partie full électrique. Quand j'entends full électrique, j'entends batterie qui alimente un moteur électrique, et une partie hydrogène. Et quand j'entends hydrogène, j'entends deux choses. J'entends de l'hydrogène sous forme liquide qu'on viendrait brûler dans des turbines pour propulser l'avion. Et une autre techno qui est ce qu'on appelle la pile à combustible. La pile à combustible, en fait, elle vient brûler de l'hydrogène qu'elle transforme en énergie électrique, qui viennent recharger des batteries qui elles-mêmes viennent alimenter un moteur électrique. Donc, comme je le disais, il y a énormément de projets en cours sur différents domaines. Aujourd'hui, il y a plus de 100 projets en cours publics. Il y en a d'autres qui sortent régulièrement, donc on peut imaginer qu'il y en a au moins une cinquantaine qui sont développés de manière confidentielle encore, et ça représente des investissements énormes. Pour donner un ordre de grandeur, sur le marché américain aujourd'hui, il y a plus de 10 milliards de levées de fonds qui ont été effectuées par des sociétés qui travaillent sur le sujet de l'aviation décarbonée, et il y a plus de 10 milliards de dollars de commandes qui ont été passés auprès de ces mêmes constructeurs. Donc, c'est un marché qui a tendance à être vraiment financé et donc qui a des perspectives d'évolution assez intéressantes. Donc, toute cette aviation décarbonée, elle est sur différents types d'avions qui vont apparaître chacun sous une chronologie différente. Donc ça commence par l'aviation de formation au pilotage loisir, comme on le voit. Le premier avion existe déjà avec le V10 Electro, mais il y en a d'autres qui vont sortir. En parallèle, il y a les eVTOL, Electrical Vertical Takeoff and Landing, qui sont en grand boom en ce moment. On entend beaucoup parler de taxi urbain, taxi aérien. Donc ça, c'est un autre segment du marché qui sera décarboné. L'avion de transport commercial régional, donc grossièrement entre 6 et 19 places sur des courtes distances. Et ensuite, l'avion de transport plus global, comme on a l'habitude de le voir avec des avions Airbus et Boeing, notamment Embraer aussi, qui permettront d'embarquer une grosse centaine de passagers sur des distances plus importantes. Donc, il y a beaucoup de projets en développement, comme je disais. Là, j'ai mis le logo de certains. On peut retenir les Français. Aura Aero, qui bosse sur des projets d'avions électriques, biplace et ensuite 19 places, full électrique. Volta Aero, qui travaille sur un projet d'avion hybride 4, 6 et 10 places. Et Ascendance, qui travaille sur un projet de eVTOL. Aura et Ascendance sont basés à Toulouse et Volta Aero à Royan. Et après, il y en a plein d'autres, hein, mais pas français, donc on va mettre l'accent sur les Français. Et en fait, la crédibilité de ces projets, elle se fait sur 3 points centraux, qui sont leur capacité à se faire financer, leur capacité à certifier leur avion, et ensuite leur capacité à développer un outil de production. Donc aujourd'hui, on est beaucoup sur le financement. Certains ont déjà validé cette partie-là. Donc maintenant, on est en plein dans la capacité à certifier. Et dans les années à venir, on va aussi pouvoir voir la capacité des différents acteurs à créer une chaîne de production pour pouvoir sortir des modèles de série et ensuite adresser le marché globalement. Et donc pour finir, la dernière slide, c'est sur les prévisions chronologiques. Nous, ce qu'on imagine après nos discussions avec les différents constructeurs, c'est que l'aviation de formation et de loisirs qui a commencé en 2020 avec le V10 Electro, elle va continuer à se développer jusqu'en 2024 à peu près. Sur cette période-là, on va vraiment voir des avions 2 jusqu'à quadriplace sortir, full électrique, qui permettront de faire de la formation au pilotage et du loisir. Entre 2024 et 2030, la fin de la décennie, là on aura ce sera l'ère entre guillemets des avions de transport régionaux entre 6 et 19 places sur des distances entre, on va dire, 500 et 1000 km.
donc qui permettront de répondre à des besoins de transport point à point, si on parle du marché européen, intra-France et proche Europe. En parallèle, le marché du eVTOL qu'on voit apparaître vers 2026, alors là c'est totalement spéculatif, hein, qui risque de prendre une grosse ampleur entre 2026 et 2035, parce que c'est un marché qui a des cas d'usage très intéressants sur trois secteurs, l'interurbain, le périurbain. Donc interurbain, ça peut être du Brest-Paris par exemple. Le périurbain, ça peut être du Pontoise Roissy-Charles de Gaulle, autre exemple. Et ensuite de l'intra-urbain, donc des vols, je ne sais pas moi, entre le 16e et le 12e arrondissement de Paris. Et là, globalement, on a tendance à penser, pour des raisons de certification et de régulation, que ça va se développer d'abord en interurbain, puis en périurbain et enfin en intra-urbain. Et ensuite, à partir de 2035 jusqu'à 2050-2060, notamment avec les projets comme 0E chez Airbus, là, des avions de transport plus importants, des liners qu'on a l'habitude de voir et de prendre régulièrement, des 320, des 340, des 350, propulsés sûrement à l'hydrogène, mais du coup qui arriveront un peu plus tard parce que le défi technologique est plus important. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous de m'avoir écouté et j'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous. Il y a des questions qui sont arrivées. Parfait. Donc, je ne sais pas si vous les avez à l'écran. Si vous voulez, je les lis. Alors, peut-être, mais il faudrait que je quitte le partage d'écran, je pense. D'accord. Vous avez une première question sur... alors, je les avais toutes. Voilà. La réserve finale réglementaire de carburant, c'est pas 30 minutes normalement? C'est une question de Fabrice. Oui, alors, donc en fait, il y a deux pans à cette réserve. Comme l'autonomie de l'avion est relativement faible, la DGAC, via une dérogation spéciale pour le Vélis électro, a réglementé la réserve selon deux aspects. Si on est en vol local, ce que j'entends par vol local, c'est vol point A, c'est-à-dire qu'on décolle d'un aérodrome et qu'on se pose sur ce même aérodrome. Là, on a besoin seulement de 10 minutes de réserve avec le Vélis. Si jamais on fait une navigation, donc un vol d'un point A vers un point B, là, effectivement, la réglementation demande à ce qu'on ait 30 minutes de réserve. C'est tout à fait ça. Merci. J'espère que Fabrice est satisfait de la réponse. On a une prochaine question sur l'amélioration des batteries. Pensez-vous à une innovation de rupture ou uniquement une optimisation de la technologie? Alors, c'est difficile à dire. On espère tous une innovation de rupture. Maintenant, c'est purement spéculatif. Pour être clair, en fait, la vraie différence du marché de l'aéronautique, c'est la certification. Aujourd'hui, dans les avions, on a des batteries électriques qui étaient dans les voitures globalement en 2017-2018. On a 3-4 ans de retard sur